La Coupe du Monde est une fête, un mois de bonheur et de liesse. À la fin, une équipe, une sélection, une nation se retrouve sur le toit du monde. Mais si la vue est splendide et surplombe le monde, le chemin, lui, est beaucoup plus pentu. Pour arriver à ses fins, à chacun sa manière, même si elle n'y est pas. Pour arriver à ses fins, l'adversaire est un obstacle à faire tomber, coûte que coûte. Cela résulte souvent des drames, plus ou moins connus. Alors mettons en lumière quelques-uns de ces drames restés dans l'ombre. On commence sans plus attendre avec une rivalité plus ou moins appréciée. Nous sommes en 1990 et l'Italie accueille la Coupe du Monde et les plus grandes nations comme les Pays-Bas et l'Allemagne. Ces deux pays vont notamment s'affronter en huitièmes de finale et rien ne se passera comme prévu. Un choc entre le multiple champion du monde allemand d'un côté qui brandit fièrement ses 2 étoiles, attendant fièrement la 3e. De l'autre côté, le colosse hollandais déchu qui n'a jamais eu de chance en Coupe du Monde et cette édition 90 ne déroge pas à la règle. Ce huitième de finale, c'est une affiche très sérieuse entre deux nations de foot, mais aussi contre les champions d'Europe en titre hollandais contre les finalistes de Coupe du Monde en titre allemand. Déjà en 1988, les tensions étaient de mise. Après la demi-finale de l'Euro gagnée par les Hollandais, Ronald Koeman échange son maillot avec le milieu offensif allemand Olaf Thon. Jusque-là, rien de normal. Mais Koeman avait sûrement quelque chose qui lui grattait le derrière. Dit comme ça, c'est très bizarre, je vous l'accorde. Mais c'est Koeman lui-même qui le mime. Et oui, sans enlever son short non plus, Koeman se sert du maillot de Thon pour essuyer ses fesses. Classe Koeman. Très classe. Alors 2 ans plus tard, Thon et Koeman sont toujours dans leurs sélections respectives, mais ce ne sont pas eux qui seront mêlés à l'affaire de ce mondial. 2 ans plus tard, on change de joueur, mais on garde la même sélection. Cette fois-ci, c'est Frank Rijkaard, double champion d'Europe en titre avec les Pays-Bas et l'AC Milan, qui va faire un acte honteux sur son adversaire direct, Rudi Völler. Cette rencontre sera l'occasion de voir l'attaquant Rudi Völler, déjà finaliste de Coupe du Monde, opposé à un milieu de terrain hollandais nommé Frank Rijkaard, prêt à tout pour l'empêcher de s'approcher de la surface hollandaise. Petit hic pour Rudi Völler, Rijkaard est vraiment prêt à tout jusqu'à traiter son adversaire comme de la vulgaire vermine. Les deux joueurs jouent alors en Italie, Rome pour Völler et Milan pour Rijkaard. Ils se connaissent donc, mais s'apprécient-ils? Si la question vous a peut-être effleuré l'esprit, vous aurez la réponse durant cette rencontre. Le duel opposant l'Astérix allemand et sa copie aux cheveux noirs et à la couleur brune s'annonce bouillant. Rudi Völler ne trouve jamais la difficulté à transpercer la défense batave au plus grand regret de Rijkaard qui se fait humilier à domicile, car oui, le match se joue à San Siro, là où il joue déjà toute la saison avec l'AC Milan. Et puis vient la 20e minute, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Juste avant, précisons qu'avant ce match, si Rijkaard se prend un carton jaune, il sera expulsé pour un potentiel quart de finale. Alors que Völler transperce pour une énième fois la défense hollandaise, Rijkaard tente le tacle, tandis que Rudi Völler joue son rôle d'attaquant à merveille. Un petit glissage de quelques mètres pour montrer à l'arbitre qu'il faut sortir le jaune. Chose faite par l'arbitre à la plus grande joie de Völler et au plus grand regret de Rijkaard. Si cela reste un carton jaune, Rijkaard voit rouge et décide de cracher ouvertement au visage de Rudi Völler, qui s'en prend verbalement à l'Hollandais, horrifié par son molar dégoulinant. Quelques minutes plus tard, Völler tombe après avoir tenté une tête près du gardien hollandais et Rijkaard se moque de lui et lui tire l'oreille. L'arbitre, dans la folie de San Siro, ne comprend pas ce qui se trame, il voit double et sort 2 cartons rouges pour les 2 joueurs. Si Rijkaard comprend et s'en fiche, Völler n'y comprend rien, il finira par sortir du terrain. Et puis pendant que les écrans filment leur sortie dans les vestiaires, Rijkaard recrache encore une fois au visage de Rudi Völler, qui est exaspéré par toute la salive que Rijkaard garde dans sa bouche. Un drame pour cette rivalité, un drame pour Völler et un drame pour l'Allemagne, qui 2 fois en 2 ans se fait humilier par les Pays-Bas pour des raisons encore injustes et injustifiées. Mais bon, une chose est sûre par contre, c'est le score. À 10 contre 10, l'Allemagne fait son travail et élimine les Hollandais de Koeman, alias celui qui a besoin de papier toilette, et de Rijkaard, alias le cracheur de feu. Plus sérieusement, les Pays-Bas seront pris à leur propre jeu et finiront par s'incliner 2-1. Rudi Völler aura sa revanche quelques jours plus tard en soulevant fièrement son premier sacre mondial avec ici en tribune un adversaire, Frank Rijkaard. Quelques mois plus tard, Frank Rijkaard prononce ses excuses les plus profondes et cette réconciliation sera marquée par un petit déjeuner à l'allemande. Une histoire qui commence mal, mais qui finit bien. On enchaîne avec un autre drame, encore plus dramatique, celui qu'il n'y a que 1,3% de notre audience qui est abonné à Collectif Football. Ça fait beaucoup là, non? Comment est-ce possible? Alors si vous voulez régler ce problème, ce drame, qui sais-je, abonnez-vous, likez et activez la cloche. On enchaîne beaucoup plus sérieusement avec sûrement la plus triste des histoires dramatiques. Matthias Sindelar est un guerrier, un vrai. Ce nom parti aux oubliettes est celle d'un footballeur autrichien des années 30. Parmi les meilleurs joueurs du XXe siècle, il aurait pu jouer dans de grands clubs comme Manchester United ou le Slavia Prague, mais reste fidèle à son club de Vienne. Cependant, si tout se passe alors bien pour Matthias, sa carrière de foot converge avec la montée du nazisme.
Sa carrière et sa vie sont compromises, lui juif, eux antisémites. Vient alors mars 1938 et Adolf Hitler, chef du parti nazi, décide de l'annexion de l'Autriche, l'Anschluss. Pour célébrer cette coalition, Hitler, par ailleurs fan de foot, décide d'un match de gala Allemagne-Autriche. Si ce match est en apparence un match de foot, la partie immergée de l'iceberg réserve bien d'autres surprises. L'idée n'est bien sûr pas de mettre des buts pour élire un vainqueur. Ce match a une connotation bien plus politique que sportive. Sauf que les 22 joueurs ne sont pas pantins, surtout pas Matthias Sindelar, qui a l'habitude de planter des buts à Vienne. Alors, si les deux équipes s'étaient entendues sur un bon vieux 0-0, ce qui devait arriver arriva. D'abord moqueur, en ratant exprès des occasions, Sindelar se décide de marquer et de danser devant la tribune nazie. Fin du match, 2-0 et c'est l'illumination pour l'Allemagne nazie. L'Autriche, qui avait alors la meilleure équipe du monde, finit par se dissoudre sous l'ordre de l'Allemagne, qui allie les joueurs autrichiens à son effectif en vue du mondial 38. Mais après cette humiliation, les nazis ont juste envie de tuer Sindelar, le joueur qui a osé défier Hitler et le nazisme entier. Mais la Gestapo les en dissuade et les convainc plutôt de leur allier à l'équipe allemande pour la Coupe du Monde 1938. Mais c'est peine perdue, Matthias Sindelar n'a jamais eu l'intention de pactiser avec le diable et prétexte à son âge, 35 ans, et une blessure pour renoncer au mondial. Si les nazis ont beau détruire son bar, rien n'y change, l'Allemagne nazie fera sans le grand Matthias Sindelar. Résultat, éliminé au premier tour 5-2 contre la Suisse. Bon résultat en théorie pour Sindelar, mais cela n'a que décuplé l'envie de vengeance des nazis. On le retrouvera un an après, mort avec sa maîtresse dans sa maison à Vienne. Une triste fin pour un justicier, pas celui des BD, mais le vrai, l'unique. On poursuit et termine ce premier épisode sur les 6 drames de la Coupe du Monde avec une autre histoire beaucoup plus récente. Nous sommes il y a 12 jours exactement, finale de la Coupe du Monde féminine Espagne-Angleterre. 12 jours plus tard, on en parle encore, mais pas du tout, pour les bonnes raisons. Luis Rubiales, président de la fédération espagnole, embrasse Jennifer Hermoso sans son consentement. Aussi dramatique que ce soit, la parole médiatique en a fait une affaire d'État et qu'on le veuille ou non, ce drame n'est pas oublié. Alors en temps normal, on aurait préféré parler de l'excellente performance de l'Espagne qui gagne sa première Coupe du Monde à l'occasion de sa première finale menée par une grande attaquante telle que Salma Parahuelo. Mais malheureusement, ce n'est pas l'objet de cette vidéo qui a pour but de retracer les plus grands drames oubliés en Coupe du Monde. Alors on ne parlera pas encore du sacre de l'incroyable Espagne, ni de l'affaire Rubiales, mais d'une actu dramatique qui, poussée par une autre actu dramatique, n'a pas eu le soutien qu'il fallait. Ce drame a lieu un jour avant la finale Espagne-Angleterre. La capitaine espagnole Olga Carmona s'apprête à jouer le match de sa vie pour tenter de décrocher la Coupe du Monde. Le rêve d'une gamine sévillana se concrétise un peu plus quand, à la 29e minute, le talent sort de son pied gauche et inscrit le but de la victoire. Il n'y aura plus de but. Comme un symbole, la capitaine espagnole soulève le trophée mondial vers les étoiles. Une étoile brille plus que les autres, une étoile grossit un peu plus que les autres. Cette étoile-là, c'est José Velasco, son père. Elle ne le sait pas encore quand elle est championne du monde, mais son père est mort la nuit précédant la rencontre la plus importante de sa vie. Olga Carmona le dira elle-même, c'est le meilleur et le pire jour de ma vie. Elle soulève la Coupe du Monde, ne sachant pas encore qu'elle soulève d'autres problèmes de même ampleur. D'abord la mort de son père, et puis un scandale dans la fédération espagnole de football, dont le président est le principal intéressé. À peine rentrée en Espagne, elle devra faire son deuil en même temps que dénoncer l'acte de Luis Rubiales. Voilà 12 jours après, personne ne parle plus de cette Coupe du Monde pour la bonne raison. Il n'y a finalement qu'une personne qui a su profiter de l'instant présent sans se soucier des drames à venir. Une étoile qui a pris de la hauteur. Une âme qui s'est rapprochée d'un être cher à l'espace d'un soulevé de trophée. Un homme rayonnant d'amour pour sa fille. José Velasco.